Pourquoi certains salaires sont-ils si élevés et d'autres si bas? Comment les emplois sont-ils répartis? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grandes idées qui, depuis plus d'un siècle, tentent de répondre à ces questions fondamentales sur l'économie du travail. C'est la question qui est au cœur de tout, n'est-ce pas? Est-ce que notre salaire est juste? Est-ce qu'il reflète vraiment notre travail, notre contribution? La réponse, sans doute, est loin d'être simple et elle divise les économistes depuis des générations. En fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est un peu comme un ring où s'affrontent différentes écoles de pensée, chacune a sa propre vision de la manière dont le marché du travail fonctionne, ou justement ne fonctionne pas. Alors c'est parti. On va remonter le fil de ces idées, de ces théories, parfois très anciennes, pour voir comment elles continuent, encore aujourd'hui, de façonner nos bulletins de paie et nos carrières. Bon, pour commencer, il faut revenir aux fondations. On a 3 grandes visions du monde qui s'affrontent et qui vont vraiment poser les bases de toute la réflexion économique sur le travail. Pour Marx, c'est simple. C'est un rapport de force. Imaginez, une personne produit l'équivalent de 100 € de valeur en une journée de travail. Si son salaire est de 60 €, les 40 € qui restent, c'est ce que Marx appelle la plus-value. Et cette plus-value, elle va directement dans la poche du propriétaire de l'entreprise. Pour lui, ce n'est pas un échange équitable, c'est l'essence même d'un conflit au cœur du système. L'école néoclassique, elle, voit les choses de manière complètement différente. Pour elle, le marché du travail, c'est comme une balance de précision qui trouve toujours son équilibre. Les salaires s'ajustent naturellement. Du coup, si quelqu'un ne travaille pas, c'est considéré comme un choix. Cette personne refuse simplement le salaire que le marché propose à l'instant T. Et là, arrive Keynes, qui observe la Grande Dépression des années 30 et qui vient tout bousculer. Il dit « Attendez, ça ne marche pas comme ça !» La fameuse main invisible du marché peut être complètement défaillante. Une économie peut très bien se retrouver coincée dans un équilibre de sous-emploi durable, avec plein de gens qui voudraient travailler au salaire actuel, mais qui ne trouvent tout simplement pas de poste. Et là, on touche vraiment au cœur de la fracture idéologique. Le chômage, est-ce que c'est un choix individuel dans un système qui fonctionne bien, ou est-ce que c'est une panne du système lui-même, une défaillance qui laisse des gens sur le carreau et qui nécessite une intervention? Ok, après la Seconde Guerre mondiale, le débat évolue. Au lieu de se concentrer uniquement sur les grands systèmes, les économistes commencent à zoomer sur l'individu, ses décisions, ses stratégies. C'est une idée assez révolutionnaire portée notamment par Gary Becker. En gros, chaque personne devient une sorte d'entrepreneur de sa propre carrière. Chaque diplôme, chaque formation, c'est vu comme un investissement qu'on fait sur soi-même pour devenir plus productif et donc logiquement pour avoir un meilleur salaire. Sauf qu'il y a un hic. Si tout n'est qu'une question de capital humain, de compétences et de formation, comment expliquer les écarts de salaire qui persistent entre les hommes et les femmes, par exemple? À diplôme égal, à expérience égale. Là, le modèle montre ses limites. Cette théorie, elle change complètement la perspective. Le chômage n'est plus vu comme de l'inactivité subie, mais plutôt comme un investissement en temps. C'est le temps nécessaire pour chercher et dénicher la meilleure offre possible. Parce que, soyons honnêtes, dans la vraie vie, personne n'a toutes les informations sur tous les postes disponibles d'un seul coup. La logique derrière est assez simple. Chacun a en tête un salaire d'acceptation, une sorte de seuil personnel. Tant que les offres reçues sont en dessous de ce seuil, il est tout à fait rationnel de dire non et de continuer à chercher. Le chômage dans cette optique, c'est simplement la durée de cette recherche stratégique. Bon, ces théories sont élégantes, c'est vrai, mais on sent bien que la réalité est plus complexe. Les salaires ne s'ajustent pas aussi vite et aussi simplement que sur un graphique. D'autres approches ont donc essayé de comprendre pourquoi. Ça, c'est un concept fascinant et un peu contre-intuitif. L'exemple historique parfait, c'est Henry Ford qui, au début du XXe siècle, a quasiment doublé le salaire de ses ouvriers. Ce n'était pas de la charité. Son but était de réduire le turnover, d'attirer les meilleurs mécanos et de s'assurer que ses employés soient ultra productifs. En résumé, payer plus pour, au final, gagner plus. Ici, l'idée, c'est que le salaire devient une sorte de police d'assurance. Les employés acceptent de gagner un peu moins quand l'économie tourne à plein régime, en échange de la garantie que leur salaire ne va pas s'effondrer à la première crise. C'est un accord non écrit, où l'entreprise lisse les revenus dans le temps. Cette approche met en lumière une autre division très nette. D'un côté, il y a les insiders, ceux qui sont bien installés en CDI, qui coûtent cher à remplacer et qui ont donc un vrai pouvoir de négociation. Et de l'autre, les outsiders, les précaires, les chômeurs, qui sont en concurrence permanente et n'ont quasiment aucun levier pour négocier. Et on arrive à une dernière grande approche qui nous rappelle une chose essentielle. Le marché du travail, ce n'est pas un concept abstrait qui flotte dans les airs. Il est façonné par des règles très concrètes. Le droit du travail, les syndicats, les conventions collectives, bref, par la vie réelle. Et là, on a une remise en cause assez radicale de l'idée d'un marché unifié. Selon cette théorie, il n'existe pas un grand marché du travail, mais au moins 2 qui coexistent mais qui ne jouent pas du tout avec les mêmes règles du jeu. D'un côté, le marché primaire.
les bons jobs, les carrières, la sécurité, les salaires qui augmentent. Et de l'autre, le marché secondaire, les petits boulots, la précarité, les bas salaires, sans réelle perspective. Et le point crucial, c'est qu'il y a une véritable muraille entre les deux. Il est très, très difficile de passer du marché secondaire au marché primaire. Cette théorie de la segmentation, ce n'est pas juste un modèle académique. Elle nous offre une grille de lecture très puissante pour comprendre les inégalités économiques qui nous entourent. Le point crucial, c'est que cette segmentation a des effets très concrets. Elle peut piéger certaines populations dans des emplois de mauvaise qualité, créer des barrières quasi infranchissables et au final exacerber les inégalités sociales et économiques. Ce qui est frappant, c'est que cette idée qui a émergé il y a 50 ans n'a peut-être jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Les crises successives et l'essor des plateformes numériques semblent avoir renforcé cette division entre un noyau de travailleurs protégés et une périphérie de plus en plus précaire. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Cette fracture entre les deux marchés est-elle en train de se transformer en un mur permanent ? Est-ce qu'on se dirige vers les sociétés à deux vitesses ? La réponse à cette question définira sans doute nos économies pour les décennies à venir.